Moi, je ne peux pas être progressiste. Parce que être progressiste, ça voudrait, moi, mettre les lunettes de la gauche et regarder ma communauté à travers les lunettes de la gauche. C'est-à-dire, me considérer moi comme une victime en tant que femme, me considérer moi comme une victime ultime de cette société. Or, ce n'est pas le cas dans la réalité sociale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tensions de genre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la violence à l'intérieur de nos communautés, parce qu'en fait, elle existe, elle est réelle, mais elle est surtout le produit d'une violence qui vient des institutions. Il s'agit pour moi de ne pas oublier d'où vient la source de la violence. Et elle vient d'en haut. Elle ne vient pas de l'islam, par exemple. Ouria Boutelja, bienvenue sur Mizane TV. Vous êtes militante politique, cofondatrice du Parti des Indigènes de la République et l'auteur d'un livre intitulé Beauf et barbare, le pari du nous, aux éditions La Fabrique. Tout d'abord, pourriez-vous définir succinctement les termes de beauf et barbare et pourquoi utiliser des mots péjoratifs? Alors en fait, j'ai l'habitude d'utiliser des mots péjoratifs. Je viens du Parti des Indigènes de la République et on nous a beaucoup reproché le mot indigène qui était perçu comme péjoratif, alors qu'en fait, pour nous, c'était simplement parler mettre en évidence un statut en fait. Un statut en France qui n'est pas un statut officiel, mais qui permettait de voir une réalité qui était soit sous-estimée, soit occultée. Voilà. Et donc là, les beaufs et les barbares, ce ne sont pas mes mots, ce sont... alors, effectivement, ce sont des termes péjoratifs, mais ce sont des mots qui expriment le mépris de race pour barbare et le mépris de classe pour beauf. Il s'agit en fait de désigner et de catégoriser des groupes qui appartiennent aux classes populaires, en fait. Les non-blancs, les gens issus de l'immigration postcoloniale, qui viennent d'Afrique, qui viennent du Maghreb, qui viennent des Antilles, qui viennent aussi d'Asie. Et puis, de l'autre côté, eh bien, les blancs, c'est-à-dire des gens qui font réellement partie du corps national légitime, mais qui sont des pauvres, qui font partie des classes populaires. Voilà. Et c'est une manière, effectivement, de les stigmatiser, mais ce n'est pas mon stigmate à moi, c'est un stigmate social. Voilà. Et moi, je l'utilise, et comme souvent, on retourne le stigmate pour mettre en évidence les choses. Voilà. Ce ne sont pas nos mots. Et effectivement, on ne cherche pas à les encourager. Ce sont des mots qui existent dans la société et qui disent quelque chose de la société. Il ne s'agit pas de les valoriser, pas du tout, hein, mais il me semble qu'en les utilisant, on met en évidence une réalité. Celle du racisme, celle du mépris de classe. C'est tout, c'est juste ça en fait. Pour revenir au titre, pourquoi ce pari du nous? Pourquoi parler de Paris? Et est-ce que cette union est à contre-courant? Est-elle utopique? Alors, je parle d'un pari parce qu'il n'y a rien d'évident dans la convergence des luttes. Absolument rien d'évident. Il n'y a rien d'évident dans le fait que les non-blancs rejoignent les classes populaires blanches dans une lutte commune, par exemple, contre le capitalisme. Ça, c'est pas du tout évident. Et on a bien vu, par exemple, pendant la séquence des Gilets jaunes, qu'il n'y avait rien d'évident, puisqu'en fait, les Gilets jaunes se sont posé la question de savoir pourquoi les quartiers n'étaient pas sortis les soutenir. Eh bien, précisément parce qu'il n'y a rien d'évident. Il n'y a rien d'évident. Quelques années plus tôt, lorsqu'il y a eu les émeutes de 2005, eh bien, il n'y a pas eu non plus de solidarité des classes populaires blanches à l'endroit des habitants des quartiers quand ils se sont soulevés. Donc voilà, je parle de Paris parce qu'en fait, il faut construire la lutte commune. Et elle n'a rien d'évident parce qu'en fait, tout oppose des groupes qui pourtant devraient être solidaires les uns des autres. Et ce que j'explique dans mon livre, c'est que c'est l'histoire longue du racisme qui est un projet d'État, qui est un projet des classes dirigeantes, pas que, mais entre autres, qui a séparé et qui a divisé les classes populaires, celles qui sont exploitées par le capitalisme. Et au fond, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous Paris, pensez que ce pari peut être possible? Alors, je fais une introduction qui est prudente. Je fais une introduction qui est assez pessimiste. En fait, j'explique que ça sera compliqué, que ça ne sera pas évident, qu'il y a peu de chances que ça arrive. Donc, j'exprime une espèce de lucidité sur le peu de probabilité que ça arrive, mais pour autant,
on aurait tort de ne pas essayer. Voilà, il faut essayer, il faut tenter, parce qu'en fait, il n'y a aucun pari qui est gagné d'avance. Moi, je crois que c'est une question de survie pour tout le monde, parce qu'on est en train de vivre une période difficile, compliquée. On sent qu'on bascule, on sent on sent qu'on est dans une espèce de période pré-fasciste, en fait, très concrètement, et que, en fait, ce qui se passe dans ce genre de moment, c'est quand les classes populaires sont sacrifiées, en fait. Elles sont sacrifiées par les classes dirigeantes. Françoise Vergès évoquait sur Twitch, dans une émission sur le féminisme décolonial, le fait que dans l'intersectionnalisme, le conflit de classe avait été occulté au profit du conflit de race et de genre. Est-ce que votre livre a pour but de transcender le conflit de race pour revenir à la lutte des classes? Non, il n'a pas l'intention de transcender la lutte des races, parce que pour moi, race, classe et genre sont consubstantiels. Pour moi, ce que j'explique également en introduction de mon livre, c'est que la race est une modalité de la classe. Ça marche ensemble. Et précisément, ce qui fait défaut à la lutte des classes, c'est qu'elle n'a pas su saisir sa dimension de race. En tout cas, cette dimension-là. Et je ne cherche pas à dépasser quoi que ce soit, je cherche à pouvoir prendre tout en compte pour mener une lutte la plus efficace possible. C'est la bourgeoisie qui exploitait les prolétaires blancs, mais pendant qu'elle les exploitait, elle mettait en esclavage, ou elle colonisait. Quand je dis consubstantiel, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de production d'une classe ouvrière post-industrielle s'il n'y a pas d'abord la construction de la race, c'est-à-dire l'exploitation de pans entiers de l'humanité qui ont été déshumanisés, complètement exploités, voire mis en esclavage. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a eu la classe à l'époque post-industrielle, parce que dans la période précédente, il y a eu la construction de la race. C'est ça que j'appelle la consubstantialité. L'un n'aurait pas existé sans l'autre. Mais je ne dis pas qu'à l'intérieur des États-nations, ils cohabitent tout le temps. Bien sûr qu'il y a eu une classe ouvrière blanche qui a été exploitée, sans pour autant que les ouvriers côtoient les non-blancs. Vous dites que les populations blanches préfèrent leurs enfants à ceux des autres. N'est-ce pas naturel? Alors, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Il ne s'agit pas de dire ils auraient tort d'aimer leurs propres enfants, ça va de soi. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire du colonialisme, l'histoire de l'impérialisme, a fait effectivement qu'ils se sont séparés de l'humanité générique. Et donc, leur intégration dans le récit national, leur intégration dans le nationalisme d'un pays impérialiste. Je ne parle pas du nationalisme en général, c'est-à-dire un pays comme la France, un pays comme l'Angleterre. D'accord ? Leur intégration à l'intérieur des États-nations a fait que les Blancs se sont séparés de l'humanité générique. Et donc, ils sont tendanciellement dans le monde toujours moins anticolonialistes et moins anti-impérialistes que le reste de l'humanité. Par exemple, les pays d'où on vient, je sais pas, le Maghreb par exemple, les peuples du Maghreb sont très naturellement anticolonialistes. Et les populations qui viennent du Maghreb ou d'Afrique qui vivent en France sont toujours plus anticolonialistes que ne le sont les populations blanches en France. C'est parce que ces populations ne sont pas construites de la même manière. Elles n'ont pas été produites par la même histoire. Les uns ont été produits par l'histoire du colonialisme, ils en ont bénéficié. Ils en ont bénéficié. C'est ça qui fait qu'ils sont blancs. Tandis que nous, on en a pâti. Et donc, nous, on sait ce que c'est que le colonialisme. Ce qui fait que nous, on est plus tendanciellement anticolonialistes. Et c'est ça que j'appelle aimer les enfants des autres. Vous dites que la gauche ne défend que les opprimés progressistes. À quoi pensez-vous et êtes-vous progressiste? Eh bien, il est vrai que le soutien de la gauche, il est toujours sous-tendu par une contrainte, une condition, qu'il faut que l'opprimé soit exemplaire. Et notamment qu'il adhère à, par exemple, un projet progressiste, qu'il soit féministe, qu'il soit LGBT, qu'il soit, etc., etc. Ce qui me semble être non seulement une erreur, mais ce qui me semble être pas normal du tout. C'est une exigence qui n'est pas normale. Parce que, par principe,
on soutient des opprimés, quels qu'ils soient, et quelles que soient leurs idées politiques. On n'a pas à exiger d'eux qu'ils adhèrent à un projet, à un programme, quel qu'il soit. Et par exemple, ils étaient gênés dans l'affaire Hassani Hussein par rapport à ça. C'est un exemple parmi d'autres. Hassani Hussein, est-ce que il est légitime de l'expulser de France parce qu'il aurait eu des positions antiprogressistes? Bon, ma réponse est non. Ma réponse est non. Hassani Hussein doit rester en France. Point, ça s'arrête là. Et on n'a pas besoin de légitimer sa présence par ses idées politiques. Je veux dire, en France, il y a des racistes, il y a des antisémites, il y a des hommes et des femmes, et des hommes, il y a des hommes qui frappent leurs femmes, qui sont bien blancs, qui sont d'ici. Et qu'est-ce qu'on en fait? Ils vont bien rester sur le territoire. Êtes-vous progressiste? Non. Je suis décoloniale. Où sont les populations des quartiers populaires dans les mouvements sociaux? On les a pas vus, on les a moins vus dans l'affaire des Gilets jaunes, par exemple. On ne les a pas vus dans l'affaire des Gilets jaunes, on les voit un peu plus dans les mobilisations syndicales, parce que ceux d'entre eux qui travaillent, notamment par exemple à la RATP ou à la SNCF, sont très mobilisés. Donc ils sont là, mais ils sont là en tant que travailleurs. Ils sont moins là en tant qu'habitants des quartiers. Beaucoup moins. Pourquoi? Par exemple, j'étais à la manif de la France Insoumise samedi. C'était très, très blanc. C'est intéressant parce qu'on a vu comment quand même les quartiers se sont mobilisés pour Mélenchon pendant les présidentielles. Et on voit bien à quel point c'est fragile. En fait, il y a eu cette mobilisation qui a été assez spectaculaire, mais elle n'est jamais suivie, en fait. Elle n'est jamais suivie d'effet. Parce qu'il y a un gros travail à faire encore. Vous dites que l'ennemi, c'est l'Union européenne et qu'il faut revenir à la souveraineté de l'État-nation. Horia Boutelja serait-elle une disciple de François Asselineau? Sûrement pas. Non, je dis qu'effectivement, en fait, je suis surtout anti-européenne. Voilà. Je pense que l'Union européenne, c'est une espèce d'État, de super-État racial, en fait. Et donc, en fait, qui va à l'encontre des intérêts de l'ensemble des classes populaires, qu'elles soient blanches ou non blanches. Et on a vu qu'en 2005, le non l'avait emporté. Ça veut dire qu'en fait, de la part des classes populaires qui ont voté, il y a une hostilité pour l'Europe. En ce qui nous concerne, nous les non-blancs, nous les habitants des quartiers, on s'en fout pas mal de l'Europe, c'est pas notre affaire en fait. On n'a pas un attachement particulier par rapport à l'Europe. Bien. À partir de là, il me semble qu'il est important d'envisager effectivement un retour à l'État-nation, non pas pour y rester, mais pour le dépasser. Non pas comme fin en soi, mais pour rapatrier le pouvoir. Parce qu'en fait, le pouvoir dans l'État, à l'échelle de l'Europe, échappe aux classes populaires, en fait. Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a aucun moyen, en fait, on n'a aucun levier de pouvoir à l'échelle de l'Europe. Et en fait, si je dis qu'il faut retourner à l'État-nation, c'est parce que je pense qu'il faut reconstruire les forces populaires, en fait. Si j'étais progressiste, effectivement, je serais alignée sur des positions de la gauche française, de la gauche blanche, sur le genre, sur les questions de masculinité, sur les questions de féminisme, etc. etc. Ce n'est pas mon cas. Parce que précisément, là où je suis, je comprends que les choses sont plus dialectiques. Je comprends que les choses sont plus contradictoires. Je comprends que les choses ne sont pas aussi simples. Et je comprends également, par exemple, que contrairement à ce qu'on peut penser, les hommes de chez nous relèvent d'un régime patriarcal, peuvent être violents, peuvent reproduire des valeurs machistes et patriarcales. Pour autant, il ne s'agit pas d'un patriarcat dominant. Pour autant, il ne s'agit pas d'une masculinité dominante. En fait, et c'est là qu'il faut comprendre les contradictions à l'intérieur des masculinités, il y a des masculinités dominantes, c'est celle de la bourgeoisie. Il y a des masculinités en dessous des masculinités bourgeoises qui sont les masculinités des classes moyennes. Il y a les masculinités des classes populaires blanches et il y a les masculinités des non-blancs. Et toutes ces masculinités
ne partagent pas les dividendes du patriarcat de la même manière. S'agissant des hommes non blancs, ils sont au plus bas de l'échelle sociale. C'est-à-dire qu'en réalité, contrairement à ce qu'un certain féminisme voudrait nous faire croire, eh bien, les femmes non blanches, nous, on est au-dessus des hommes non blancs. En réalité, ils sont plus discriminés, c'est eux qui meurent des balles de la police, c'est eux qui remplissent les prisons. C'est-à-dire qu'en fait, cette manière de mettre tous les hommes dans un même sac, ça ne nous permet pas de voir le réel et surtout de mener les luttes adéquates par rapport à cette réalité. C'est pour ça que moi, et c'est pour ça, donc, pour le coup, si je fais cette analyse-là, moi, je ne peux pas être progressiste. Parce que être progressiste, ça voudrait, moi, mettre les lunettes de la gauche et regarder ma communauté à travers les lunettes de la gauche. C'est-à-dire, me considérer moi comme une victime en tant que femme, me considérer moi comme une victime ultime de cette société. Or, ce n'est pas le cas dans la réalité sociale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tensions de genre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la violence à l'intérieur de nos communautés, parce qu'en fait, elle existe, elle est réelle, mais elle est surtout le produit d'une violence qui vient des institutions et qui nous agresse, et qui agresse en particulier, et qui opprime en particulier les hommes non blancs. Cette violence, effectivement, elle se recycle, elle se reproduit, notamment sur les enfants, sur les femmes, etc., etc. Mais il s'agit pour moi de ne pas oublier d'où vient la source de la violence. Et elle vient d'en haut. Elle ne vient pas de l'islam, par exemple. L'emploi d'une terminologie raciale vient heurter le paradigme islamique d'une Oumma qui ne se définit pas par l'origine ethnique ou sociale. Beaucoup de Blancs, par exemple, se convertissent à l'islam. Les définir comme des Blancs crée des fractures au sein de la communauté musulmane. Qu'en pensez-vous ? En fait, il faut comprendre que moi, je ne définis personne. Moi, je ne fais que faire des constats d'huissier. Je constate et je lis une réalité à travers, certes, une grille d'analyse, mais il n'en reste pas moins qu'il y a une réalité. Le racisme existe. Il y a des gens qui le subissent et des gens qui en profitent. Alors, le cas des convertis est très intéressant parce que une femme française qui se convertirait, le temps de sa conversion, elle porte le foulard, elle se promène dans la rue, effectivement, elle va subir l'islamophobie. Mais cette femme, si elle devait retirer son voile, elle ne la subirait plus. Moi, qui suis devant vous, je ne suis pas voilée. Que je le porte ou pas, je subis le racisme. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas y échapper, quoi que je fasse. Tandis que la femme blanche, en l'occurrence celle-ci, elle peut y échapper. C'est-à-dire qu'elle a mis un des attributs non blancs, vu comme non blanc, parce que moi je ne dis pas que l'islam c'est blanc ou non blanc, c'est pas ça, c'est pas du tout ma question. C'est perçu comme non blanc, et bien cette personne, si elle devait le porter, effectivement, subirait le tort racial. Il n'en reste pas moins que le tort racial, c'est un vécu, c'est un héritage. C'est-à-dire que moi, j'étais indigène quand j'étais dans le ventre de ma mère, puisque ma mère l'était déjà, par la colonisation. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'un héritage historique, il s'agit d'une expérience historique. Ce n'est pas simplement le vécu de quelques instants. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans la peau d'une indigène. J'ai vécu dans la peau d'une non-blanche toute ma vie. Et je trimballe cet héritage depuis une longue histoire, depuis 1830. Si on parle par exemple des Blancs tchétchènes, des Blancs bosniaques, on les range où ? Mais la blanchité est une affaire de relations et de pouvoir. Ce n'est pas une affaire biologique. Dans la blanchité, il y a des contradictions. L'Europe blanche, celle qui a tous les attributs de la blanchité, c'est l'Europe occidentale. C'est ceux qui ont colonisé le monde. C'est la France, c'est l'Angleterre, c'est les Pays-Bas, d'abord, et puis, par extension, l'Occident. Par extension, l'Occident, les États-Unis, l'Allemagne, la Suède, c'est ceux qui profitent le plus de l'exploitation du reste du monde. Voilà. Et pour cette frange, pour cette blanchité-là, il y a des sous-blancs. Les Polonais sont des sous-blancs, pour cela, parce qu'ils sont pauvres. Les Slaves, etc., les Tchétchènes, ce sont des sous-blancs, voire
Des Blancs qui peuvent même sortir de la blanchité pour parler des Tchétchènes, puisqu'en fait, ils sont musulmans. Mais il faut bien comprendre que la blanchité, c'est un rapport social, c'est un rapport de pouvoir. Moi qui suis là devant vous, je suis blanche. Si on comprend que c'est un rapport de pouvoir, je suis blanche, pas par rapport aux Blancs d'ici, pas par rapport aux Européens, mais je suis blanche par rapport aux Africains, ceux qui vivent là-bas, puisque moi je vis ici, que j'ai un passeport, que j'ai des privilèges de Français, et qu'à ce titre, eh bien je suis blanchie. Donc j'ai une part de blanchité. Donc j'ai une part du crime. On parle bien ici d'un rapport social. La plupart des gens, que ce soit sur les réseaux sociaux en général, ils ne comprennent pas ça quand vous l'exprimez. Et pourtant, parce que alors d'abord, il y a de plus en plus de gens qui le comprennent. Et puis ceux qui ne le comprennent pas, ils doivent faire un petit effort. Moi, je pense que l'État-nation est producteur de racisme. Il est producteur d'altérité. Ne serait-ce que par le fait qu'il soit clôturé par des frontières. Et qu'il faut bien définir celui qui est à l'extérieur de la frontière, comme celui qui est à l'intérieur de la frontière. Pour autant, l'Europe également, et encore plus d'une certaine manière. L'Europe est une barricade. C'est parce que l'Europe est une barricade et un moyen de renforcer l'impérialisme européen contre le reste du monde que moi, d'un point de vue décolonial, je dis qu'il faut donc affaiblir cette Europe. L'affaiblir, revenir à l'État-nation, c'est une manière de l'affaiblir, puisque l'Europe, la construction européenne, renforce l'impérialisme. Moi, mon problème, c'est l'impérialisme. Moi, mon problème, c'est comment nous, on participe de l'oppression des peuples du monde. L'Europe est un instrument de cette oppression. En ce qui me concerne, je n'ai aucun attachement à cette Europe-là. Et donc, si je dis qu'il faut un retour à la nation, c'est parce que je pense que le pouvoir est plus proche de nous. Et qu'en fait, il s'agit de retrouver le pouvoir populaire. Il s'agit que le peuple, il s'agit que nous, que les classes populaires, retrouvent un minimum de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils atteignent le pouvoir. Et aujourd'hui, le pouvoir, il est plus atteignable à l'intérieur des États-nations qu'à l'échelle de l'Europe. Donc il s'agit pour moi de penser la question du pouvoir populaire. Ça, c'est une chose. Mais l'État-nation en tant que tel, pour moi, ce n'est pas un idéal. Pour moi, c'est un moment. On doit revenir à l'État-nation, mais en ce qui nous concerne, nous, mouvement décolonial, on doit absolument penser son dépassement. C'est-à-dire qu'en fait, on doit continuer à penser la fin des rapports impérialistes et donc le dépassement nécessaire de l'État-nation. Alors évidemment, qu'il faudra penser ce que ça signifie le dépassement de l'État-nation. C'est-à-dire qu'en fait, on a un espace qui s'appelle l'État-nation, que tout le monde connaît. Eh bien, au moins, on a déjà un rapport familier avec cet espace-là. Parce qu'en fait, il a créé des identités. Eh bien, je vois ça simplement comme un moment, comme une étape vers son dépassement. Mais il faut d'abord revenir pour ensuite le dépasser. Quel est l'intérêt justement des prolétaires blancs de sortir de cet impérialisme français? Quel serait leur intérêt matériel ou immédiat ou même moral? À court terme, on peut dire qu'ils n'ont aucun intérêt puisqu'en fait, ils en profitent. Comme nous, on en profite tous. On n'a tous aucun intérêt à vouloir en sortir dans l'immédiat. Par contre, il faut être suffisamment lucide pour comprendre que cet état de fait provoque la guerre. Là, on va vers la guerre. On ne fait que aller vers la guerre. La guerre, elle existe déjà. Elle existe chez les autres. Elle existe chez les autres. Mais elle se rapproche de nous. Est-ce qu'on veut éviter cet état de guerre? Elle se rapproche de nous, la guerre. Si on pense loin, au moins à moyen terme, si on pense qu'il peut y avoir la guerre, si on pense que c'est une situation intenable, si on pense même l'écologie, si on pense les rapports nord-sud, si on pense, santé. Enfin, je veux dire, il y a plein de domaines où aujourd'hui il y a une exigence de lucidité par rapport à tout ça. Il y a une urgence à ce qu'on pense nos intérêts, non pas à court terme, mais à moyen et long terme.
Et penser nos intérêts à moyen et long terme, ça veut dire comprendre que nos intérêts ne doivent plus coïncider avec les intérêts des classes dominantes. Parce que là, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que les classes dominantes, elles arrivent à faire coïncider leurs intérêts avec les nôtres, en partie. Mais en même temps, comme on est dans une phase néolibérale, en réalité, et que les taux de croissance sont de plus en plus bas, eh bien, elles viennent gratter, elles viennent dans ce qu'on appelle les acquis sociaux. C'est pour ça qu'il se passe tout ça. C'est pour ça qu'il y a la loi sur les retraites. C'est pour ça qu'en fait, le gouvernement néolibéral de Macron fait tout ce qu'il peut pour détricoter le tissu social. C'est ça qu'ils sont en train de sacrifier. Ils sont en train de sacrifier le compromis historique entre le prolétariat et le patronat, en fait. Donc il faudrait profiter de cette crise-là pour allier les classes populaires pour renverser cette élite. Il faut converger pour, dans un premier temps, au moins résister, mais surtout créer un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir qui les empêche d'aller, de poursuivre ce projet. Les quartiers qui subissent la plus grosse violence sociale ne sont pas allés rejoindre les Gilets jaunes. Pourquoi ? Ma réponse, c'est que les classes populaires ont été historiquement divisées et que leurs sensibilités ne sont pas les mêmes. Les affects ne sont pas les mêmes. Ça fait 15 ans que nous, on nous dit, que la gauche nous dit à nous, indigènes de la République, pourquoi vous ne faites pas des manifs contre la vie chère dans les quartiers, contre le chômage. Ben moi, je leur dis, allez-y. On va voir s'ils vont sortir les gens contre le chômage. Depuis 40 ans, c'est une observation. Les gens des quartiers se mobilisent quand il y a un crime policier. Les gens des quartiers se mobilisent contre l'islamophobie. Quand il y a des manifs à Paris, c'est pour la Palestine, en masse. Pour la Palestine, contre l'islamophobie, contre le racisme, contre les violences policières. Quand il y a une émeute, c'est toujours à la suite d'une violence policière. 2005, c'était violence policière plus une grenade qui a été envoyée dans une mosquée. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est ça qui mobilise les gens des quartiers. C'est-à-dire qu'en fait, on a des affects qui sont différents. Les gens des quartiers seraient moins matérialistes ? Mais moi, je ne crois pas que ce soit être moins matérialiste que de se mobiliser contre l'islamophobie, puisque l'islamophobie, c'est quelque chose de très matérialiste. Je veux dire, empêcher des jeunes filles d'aller à l'école, de vivre une vie normale en France. Quand je dis matérialisme, c'est consumérisme, situation sociale, son salaire, défendre ses retraites. Le racisme consiste à maintenir une couche de la société au plus bas de l'échelle sociale. Les effets de l'islamophobie, c'est que les musulmans sont plus au chômage. Donc logiquement, pour ces populations... Donc c'est matériel. Ce que je veux dire, c'est que c'est matériel. Pour ces populations, c'est une priorité d'abord de lutter contre le racisme et l'islamophobie. Mais parce que dans l'islamophobie, il y a à la fois la privation d'un statut social et il y a aussi une illégitimité à être ici en France. Il y a deux problèmes en un. Les Blancs, ils ont juste un problème, ils sont pauvres. Nous, on est pauvres et illégitimes. Et donc, il y a la question de la légitimité qui se pose pour nous. La question qui est une question aussi de dignité. Et aussi, quand on parle de ces questions, ils vont nous taxer de communautarisme. Voilà. J'ai fait l'analyse de Soral, où j'ai dit exactement pourquoi Soral a marché, pourquoi il a fonctionné. J'ai essayé de mettre en évidence les raisons pour lesquelles Soral avait connu un écho dans les banlieues, et j'ai dit que c'était pour des bonnes raisons. Les réponses que lui donne sont très mauvaises, parce qu'en fait, il se revendique d'une démarche d'extrême droite, clairement. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne met pas le doigt sur des questions précises et des questions que nous et que la gauche, je dis nous et la gauche parce que moi je ne suis pas de gauche, moi je suis décoloniale, donc que nous, on doit se saisir d'un certain nombre de questions et la gauche aussi doit se saisir d'un certain nombre de questions. Par exemple, le besoin d'appartenir à une nation. Je reviens à cette question d'illégitimité. Les indigènes ont besoin, ont envie d'appartenir
à un pays. Ben ça, c'est un besoin. Pour autant, moi, je ne veux pas qu'il s'intègre dans l'État-nation impérialiste et raciste. Parce que c'est ça le projet de Soral. Moi, je dis que le besoin de nation, il faut le comprendre, mais ça ne veut pas dire qu'il faut adopter la solution de Soral. Sur la question de la virilité, lui, il a exalté la virilité arabo-musulmane, voire il a même une admiration, parce que lui-même, il a des fantasmes autour de la question de la virilité des arabo-musulmans. Peu importe, je le laisse à ses fantasmes. Il n'en reste pas moins que quand les hommes en France sont écrasés, eh bien, ils se saisissent de leur virilité pour exister. Eh bien ça, plutôt que d'arriver avec, par exemple, une vision strictement féministe qui ne comprend pas ce que j'expliquais tout à l'heure sur les virilités, eh bien on ne peut pas comprendre la misère sociale des hommes non blancs. Il met le doigt sur une problématique, sur un vrai problème, sur la question à la fois sexuelle et la question masculine, la question des masculinités. Eh bien, lui accorder le fait qu'il a raison de pointer du doigt ce problème, ce n'est pas adhérer à la manière dont lui, il veut exalter les masculinités. Moi, je ne cherche pas à exalter les masculinités. Je cherche pas. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que je sais que matériellement parlant, il y a un problème avec les masculinités non blanches. C'est vrai. Je veux dire, à partir du moment où on est anti-impérialiste, eh bien, on est fondamentalement contre le projet d'un nationalisme français, parce que le nationalisme français, il est complètement adossé à son impérialisme. Si je dis qu'il faut un retour à une souveraineté populaire qui soit elle-même anti-impérialiste, on est diamétralement à l'opposé du projet soralien. On peut aussi envisager des retours à l'État-nation, un retour à l'État-nation, mais avec un projet social, avec un projet d'égalité, de citoyenneté. Est-ce qu'Houria Boutelja aime la France? Houria Boutelja se définit-elle comme française? Alors, j'aime la France. Il se trouve que c'est mon pays. Que c'est là que je me projette. Et que il n'y a aucune raison de douter de ma loyauté. Mais c'est une loyauté que je ne dois pas à n'importe quelle France. Parce qu'il y a des Frances. Il y a une France dans laquelle, et j'en parle dans mon livre, dans laquelle je me reconnais parfaitement bien. L'histoire des luttes en France, je me reconnais dans l'histoire des luttes. Je peux même me reconnaître dans la Révolution française. C'est pas de problème. Je peux me reconnaître dans la Commune de Paris. Je peux me reconnaître dans beaucoup de choses en France. Il y a beaucoup de luttes et des pans de l'histoire de France qui me plaisent. Et voilà. Mais je ne vois pas pourquoi je devrais aimer toute la France, toute l'histoire de la France. Est-ce que les Français de gauche aiment Vichy? Ils n'aiment pas Vichy, pourtant c'est la France. Est-ce qu'ils aiment, je ne sais pas, le gaullisme? Pas forcément. On n'est pas obligé de tout aimer. Je veux dire, la France, c'est un pays de contradictions. Ce n'est pas quelque chose de monolithique. Et je n'ai pas, moi, à tout accepter de la France. Et si je veux la transformer, c'est dans un sens plus social, plus populaire, plus humain, en fait. Hein. Êtes-vous prête à chanter la Marseillaise en arabe? Non. Pas encore. On termine là-dessus. Merci Houria Boutelja et à bientôt sur Mizan TV.